précis, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à excuser Madame la maire qui est retenue pour raison de santé impérieuse. Et permettez-moi dans un premier temps de remercier la chaire de sécurité globale d'avoir choisi la ville de Besançon pour organiser ce colloque qui va vous amener pour les heures à venir à vous pencher collectivement sur la place du citoyen dans les politiques de sécurité. Nous vivons aujourd'hui une période où cette thématique de la sécurité prend une place prépondérante, certains disent trop peut-être, dans le débat politique et médiatique national. Localement, bien sûr, des habitants de Besançon nous font quotidiennement part d'actes de violence, de trafic divers, d'incivilité routière ou de voisinage. Et dans certains immeubles, la situation est objectivement très difficile. Il nous remonte également à l'expression d'une insécurité ressentie qui ne s'appuie pas forcément sur les faits vérifiés et vérifiables. Donc, on en vient à la première question qui m'animerait si jamais, si j'organisais ce type de colloque. Insécurité réelle, sentiment d'insécurité. Comment fait-on pour réussir à impliquer la population dans une réflexion collective? Il faut pouvoir se mettre d'accord sur un état des lieux, lequel est difficile à établir, tant les entrées au sens lexicographique du terme sont nombreuses. Les méthodes pour établir ce diagnostic partagé sont variées, mais je dois avouer que nous n'avons pas encore trouvé la recette miracle. Et si quelqu'un la détient, je suis preneur. Quoi qu'il en soit, pour notre équipe, comme pour vous évidemment, l'insécurité n'est pas acceptable sur nos territoires. Il convient donc de travailler ensemble à améliorer la tranquillité publique. Excusez-moi, j'enlève le masque. Il faut toujours le remettre sur le nez, c'est un peu plus difficile. Ensemble, je n'emploie pas ce mot par hasard, car c'est bien collectivement que nous approcherons cet objectif. Outre la police et la justice, tous les services municipaux, éducation, CCS, voirie, propreté, urbanisme, culture, œuvrent à améliorer le vivre ensemble. Ils participent à ce travail de lien entre les citoyens et avec les partenaires locaux, les associations, les bailleurs sociaux, etc. Dans ce contexte, avec cette volonté de travail coordonné, je suis convaincu, nous sommes convaincus que la démocratie participative est un élément essentiel à la construction d'une ville où les habitants peuvent sereinement vivre leur vie. L'essence même de cette participation citoyenne repose sur une impérative proximité entre les habitants et les différentes structures que je viens de citer. Vous l'avez compris, nous sommes particulièrement attachés à la gouvernance participative, mais, et c'est une deuxième question, comment la décliner concrètement sur les thèmes de la sécurité? Je ne sais si vous répondrez à ces deux questions, mais les présentations et les débats de ce jour ne pourront manquer d'éveiller tout notre intérêt, tout mon intérêt à moi personnellement. Je laisse maintenant la parole aux organisateurs et intervenants qui vont animer ces échanges qui s'annoncent, si j'en crois le programme, riche et instructif. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Merci, Monsieur le maire adjoint, et je vous remercie à son titre. D'abord, j'enlève aussi mon masque parce que je vais remettre mes lunettes. Donc, aujourd'hui, à double titre, d'abord de nous recevoir, et puis d'avoir accepté de nous accueillir au nom de la maire, et je dis c'est un bon rétablissement, hein, bien sûr. Je remercie aussi Monsieur le préfet, qui n'a pas hésité à venir nous soutenir sur cette problématique, hein, et qui est présent avec nous. Madame Brigitte Julien, directrice de l'IGPN, et qui, au premier chef, police-population, elle nous entretiendra justement de cette relation très proche entre la police et la population. Ainsi que Manuel Zaglat, qui clôturera cette session, hein, sur différents modèles de relations, hein, puisqu'on partira peut-être sur Internet. Je tiens aussi à excuser Martine Couder, qui aurait dû être avec nous, mais qui a été retenue à l'esprit, ainsi que la co-titulaire de la chaire, Anne-Sophie Servan-Leclerc, qui est à Lyon et qui revient du Liban. Donc, il me revient, si vous voulez, de représenter la chaire sécurité globale. Alors, la chaire sécurité globale, c'est un administrateur
qui vous a tous contacté, c'est Clément Desmaris, qui est à ma gauche, et Didier Joubert, qui est dans la salle et qui nous a aidé à organiser, ainsi que Philippe et Claire, hein, qui sont là présents. Je tiens à le dire, parce qu'en fait, la chaire, c'est un travail d'équipe, et ils sont tous présents aujourd'hui. Alors, la chaire sécurité globale, ça fait 1 an et demi qu'elle a été portée sur les fonds baptismaux, avec le secrétaire d'État Nunez et puis la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Catherine Brechignac. 1 an et demi, on n'avait pas fait grand-chose. Ce n'est pas qu'on était dans la fainéantise, c'est qu'en fait, le Covid nous a complètement coupé dans notre élan. Donc, on a ramassé quasiment en 3 mois ce qu'on aurait dû faire en 1 an et demi. Donc, je remercie vraiment les organisateurs, je remercie les gens qui nous ont accueillis. Et je tiens à dire que, même empressé comme on l'a été, eh bien, j'espère, et vous verrez, je pense, hein, qu'on a essayé de faire un travail de qualité sur la relation police-population. Car en fait, c'est ce qu'on a choisi comme première thématique, sécurité urbaine. C'est ce qui nous préoccupe, en fait. C'est ce qui nous préoccupe, même si on peut répondre au sentiment d'insécurité par le problème de la victime. Car en fait, c'est ce qu'on voit le plus dans le système de sentiment d'insécurité. Je n'irai pas plus loin. Je dirais simplement, je vais m'effacer. Je vais laisser la place au préfet qui va ouvrir cette session sur la sécurité urbaine, qui va nous accueillir, et puis à Brigitte Julien qui viendra nous annoncer la thématique. Et donc, je vous souhaite une bonne journée, hein, et j'espère que vous serez satisfaits en partant ce soir, en sachant que la police et la gendarmerie, d'ailleurs, s'occupent réellement du lien police-population. Merci, monsieur le préfet, et je vous laisse. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'ouvrir. Vous venez de m'en confier la mission, ce colloque qui va tenter de réfléchir sur la place du citoyen dans nos politiques publiques, dans l'une de nos plus importantes politiques publiques, celle qui concerne la sécurité. Je remercie naturellement la chaire de sécurité globale, l'École nationale supérieure de police, mais aussi la présence de la directrice de l'inspection générale de la police nationale, qui dans l'institution représente quand même quelque chose d'important, et la ville de Besançon qui a bien voulu mettre à votre disposition cet équipement. Comment pourrait-il en être autrement? Quelle est des grandes politiques publiques qui ne sont pas pénétrées par le citoyen, qui ne sont pas nourries par le citoyen, qui ne sont pas alimentées par le citoyen? La politique publique d'éducation, les familles sont dans l'école, elles sont associées, les élèves jouent un rôle. Et finalement, cette présence de la famille, cet intérêt pour l'élève construit aussi la politique de l'éducation. Il y en a même sur la politique publique de santé, où le patient a le choix d'abord pour commencer, et où il peut effectivement bénéficier de cette politique publique tout en exprimant un certain nombre de choses, ou en faisant connaître un certain nombre de réserves ou de priorités. Eh bien, la sécurité, je pense que c'est exactement la même chose. Il faut s'orienter vers une politique de sécurité qui soit peut-être mieux partagée par le citoyen. C'est un peu ce que nous avions à l'esprit, puisque la semaine dernière, avant de prendre que Madame la maire de Besançon était souffrante, nous avions programmé avec le directeur départemental de la sécurité publique et le procureur de la République de Besançon une réunion au cœur du quartier de Planoise, qui est un quartier en reconquête républicaine, pour montrer aux habitants notre façon de travailler, pour leur expliquer les initiatives qui sont prises, les résultats qui sont obtenus, peut-être les difficultés que nous rencontrons. Nous ne l'avons pas fait, mais nous le ferons, puisque nous avons été empêchés de le faire pour des raisons que tout le monde comprend naturellement, mais venir au milieu d'un quartier, expliquer ce que l'on fait sur cette politique publique essentielle de la sécurité, je pense que c'est la première étape à franchir pour bien placer le citoyen au cœur de la politique publique de sécurité. Moi, j'ai une petite expérience sur ce sujet, puisque avant d'arriver ici au mois de juillet 2021, j'étais préfet de Mayotte. Et vous savez, quand vous êtes préfet outre-mer, vous avez un espace de liberté qui est considérable. On n'a pas besoin de demander l'autorisation au directeur général ou au cabinet du ministre. On informe le cabinet du Premier ministre des initiatives que l'on prend et le ministre des Outre-mer. Et puis on fait. Et si on ne fait pas, on ne tire pas la situation entre les mains. Et donc j'ai fait. Et j'ai fait dans un univers extrêmement contraint, face
une adversité quotidienne, pour les raisons qu'on comprend. Mayotte, 65% de la population a moins de 20 ans, et plus de la moitié de la population est étrangère. Elle est étrangère parce qu'à 70 km de là, il y a l'Union des Comores, et que l'Union des Comores a un PIB de 500 € par an et par habitant. Alors qu'à Mayotte, très pauvre, le PIB de 10 000 € par an et par habitant. Donc, tout le monde comprend que les 70 km de mer qu'on peut avoir entre l'Union des Comores et Mayotte, ça n'est pas un obstacle pour trouver des conditions de vie plus décentes. Donc nous sommes confrontés dans ce 101e département à des difficultés de sécurité publique qui sont extrêmement importantes. Ce n'est pas du trafic de drogue, il n'y a pas de trafic de drogue à Mayotte, il y a un peu de chimique, il n'y a pas ce que nous connaissons nous à Besançon, mais il y a par contre une violence inouïe. Et donc j'ai créé les groupes de médiation citoyenne. Donc ça porte dans son titre déjà un ingrédient essentiel, ce qu'on appelle les citoyens. Les groupes de médiation citoyenne, ce sont des gens que nous avons recrutés dans des emplois PEC et qui ont cadré d'autres jeunes que nous avons formés et qui se sont positionnés sur l'ensemble du territoire de Mayotte pour aller au contact des jeunes qui étaient pré-délinquants, voire délinquants, pour tenter de leur apporter des informations sur les conditions dans lesquelles on pouvait les insérer, pour tenter de calmer un peu et de lâcher la soupape de sécurité. J'en avais 600 sur l'ensemble du territoire. Et ça a tellement bien marché que mon successeur l'a reconduit jusqu'en 2022. Voilà. Le citoyen, il a été au cœur d'une politique de sécurité, avec des petits groupes de 5 ou 6, pilotés par un adulte référent formé. Et on a réussi même à installer un continuum, c'est-à-dire que vous étiez volontaire dans les groupes de médiation citoyenne, puis vous étiez encadrant dans les groupes de médiation citoyenne, et puis vous trouviez du boulot dans le domaine de la sécurité privée, puisqu'à Mayotte, les emplois sont très nombreux sur ce secteur-là. C'était une façon pour nous, d'abord, de recruter au sein de la population, dans des quartiers bouillants, de prélever 600 jeunes, si je puis dire, sur une île qui est officiellement à 280, officiellement, je dis bien 280 000 habitants, ce n'est pas négligeable. Ça nous permettait ensuite de toucher les jeunes beaucoup plus durs que l'éducation nationale ne touchait plus, que plus personne ne touchait, hein, pour leur dire, tiens, regarde, il y a peut-être un stage qui peut t'intéresser, etc., parce que c'est des jeunes qui parlaient des jeunes. Et puis, enfin, c'était un moyen d'obtenir du renseignement. Vous savez qu'il n'y a pas de police sans renseignement. Et quand on obtenait un renseignement qu'une bande avec des chumbos allait descendre sur le village sur le coup du lendemain matin, nous nous interposions. Point où les deux forces qui voulaient en débattre ont pris souvent la police comme cible, mais en tout cas, nous évitions la tuerie qui malheureusement surviennent sur cette île. Donc voilà, c'était une façon de dire je fais avec le citoyen. Nous l'avons fait, ça a marché, ça a stabilisé, ça a réglé tous les problèmes médiatiques naturellement, mais ça a quand même stabilisé la situation. De même que la police nationale, dans sa sphère plus directe, avec les services civiques, ça a remarquablement marché. La police nationale a recruté 150 services civiques et on les a mis au bord des lycées et des collèges. Il n'y a plus un fonctionnaire de police aux abords des lycées et des collèges. Vous savez que l'académie de Mayotte est plus importante que celle du Doubs. Il y a plus d'élèves à Mayotte que dans le Doubs. Le premier cycle, c'est 50 à 60 000 élèves, le deuxième cycle, c'est 50 à 60 000 élèves. Donc, c'est extrêmement important. Et les établissements scolaires qui sont récents, la départementalisation à 10 ans, c'est 3, 4, 5 000 élèves. C'est-à-dire que c'est une petite bombe atomique qu'on retrouve dans les quartiers, qui foisonne l'énergie et dans lesquels, évidemment, nous avons des affrontements. Et la police nationale à Mamoudzou a mis en place ces services civiques qui étaient composés de jeunes citoyens, eux aussi, prélevés dans l'environnement du lycée, qui ont pu accéder, pour certains d'entre eux, et qui ont été intégrés dans la police nationale en suivant le continuum de formation, et qui ont joué un rôle considérable dans l'apaisement des situations dans les établissements scolaires. Donc, très concrètement, le citoyen, là, il était au cœur de nos dispositifs. Il était même ancré dans nos dispositifs, et ça a quand même pas mal fonctionné la plupart du temps. Et puis, pour terminer sur Mayotte, parce que ça me semble quand même intéressant, quand on a dû faire face à la crise Covid, qui était évidemment beaucoup plus sévère qu'ici, puisqu'on avait 16 lits de réanimation. Avec Mayotte,
c'est au cœur de l'océan Indien, c'est à 2000 km de la Réunion. Évassader quelqu'un qui est très mal pendant 2 heures de vol, c'est déjà compliqué. Des évassements transcontinentales, c'est juste impossible. Donc, il n'y a rien. L'Afrique australe est plus misérable que Mayotte. Les Comores n'en parlons pas. Madagascar n'en parlons pas. Donc, les seuls moyens que nous avions à disposition, c'était les moyens hospitaliers de Mayotte, qui étaient donc très, très fragiles. Et donc, il a fallu, pour éviter la crise, notamment la crise violente qui se dessinait, il a fallu donner de manger aux gens dès qu'on a confiné les gens. Parce que l'économie informelle sur cette île, c'est 70% d'activité. Dès lors qu'on a décidé du confinement, sinon tout allait exploser, eh bien, l'économie informelle a été la première victime. Du jour au lendemain, il n'y a plus eu d'économie informelle. Comme en métropole, du jour au lendemain, les trafics ont disparu. Un temps, mais ils ont disparu. Et bien là, l'économie informelle, c'est ce qui nourrit la population. Et du jour au lendemain, la population était aux abois. Et donc, le gouvernement nous a soutenus. On a délivré 7 millions d'euros de bons alimentaires en 4 semaines. 7 millions d'euros en s'appuyant sur les citoyens pour éviter qu'il y ait des désordres, pour éviter qu'il y ait des violences urbaines, pour éviter que l'île ne sombre dans un chaos comme on a pu le connaître quelquefois. Donc voilà, le citoyen peut nous conduire à une politique publique de l'importance de celle de la sécurité. Sans le citoyen, sans au moins que le citoyen s'approprie les objectifs. D'où l'idée d'informer, d'être plus présent au cœur des quartiers, d'expliquer ce que font les forces, les initiatives qui sont prises, ça n'est pas imaginable. Voilà, on est obligé de faire avec le citoyen. Et moi, j'attends beaucoup de votre colloque parce que vous allez exprimer des connaissances. On a besoin de produire des connaissances sur ces sujets parce que nous n'en avons pas. Donc, j'attends aussi des spécialistes, des professionnels de cette confrontation des idées que vous allez installer, que ressortent des connaissances qui nous aideront à poser plus efficacement de bonnes stratégies, que ressortent des connaissances que nous pourrons diffuser au plus grand nombre. Et donc, je me réjouis des personnels, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ce matin passer quelques heures avec vous, du thème que vous avez choisi et de la nature du débat que vous avez. Donc, merci et bon colloque. Merci, monsieur le préfet. Et puis, vous démontrez que vous êtes dans cette situation. La décision va vite. Des décisions qui vont très vite. Donc, merci, parce qu'en fait, c'est le cœur du programme. Merci à Brigitte de nous donner maintenant le retour de la population sur la police. Je vais essayer. Je vais enlever le masque et puis je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Merci en tout cas, monsieur le préfet, madame, monsieur le maire, monsieur l'affaire départementale, mesdames et messieurs, sur cette invitation, parce que inviter l'IGPN à un colloque célébration de population, c'est pas évident. Et pourquoi inviter l'IGPN? Parce que je pense que l'IGPN a un rôle de régulateur à jouer dans la société pour que la population puisse retrouver confiance dans la police nationale. Je vais vous présenter l'IGPN dans un premier temps parce qu'on est méconnu, on est fortement critiqué. Et je voulais vous faire part de 3 sentiments qui m'habitent aujourd'hui. C'est la fierté, la préoccupation et la détermination. Parce que je suis fière du bilan de l'IGPN parce que 272 agents qui composent l'IGPN font un travail formidable aujourd'hui et mettent un gros travail, enfin une grosse énergie au service de l'institution. Mais je suis préoccupée parce qu'au-delà de la confiance que nous témoignent les magistrats, la dégradation de la cote de confiance accordée par les Français à la police ne peut laisser indifférent. De nombreuses critiques ont visé l'IGPN, des enquêtes trop lentes, ne suivant pas toutes les pistes, des conclusions trop souvent en faveur des policiers, des sanctions rares et faibles. Injuste, ces critiques portent atteinte à nos 3 valeurs qui portent l'IGPN, exemplarité, objectivité et expertise. L'objectivité devrait rappeler à nos détracteurs que les enquêtes sont longues lorsqu'on a des enquêtes sur des affaires d'ordre public, parce qu'il y a une cause mécanique d'allongement des délais lorsqu'on travaille dessus. La seconde cause est liée le prisme déformant des réseaux sociaux, puisque les scènes diffusées sur les réseaux sociaux, on les prend comme des vérités. Et donc forcément, après, derrière, on ne comprend pas qu'on puisse avoir d'autres conclusions. Alors, je suis déterminée parce que nous devons tout faire pour maintenir et développer la confiance que doit avoir la population envers l'organe de contrôle qui est l'IGPN.
Et l'impératif pour nous aujourd'hui, c'est celui de la transparence de notre action. Le ministre de l'Intérieur a validé le principe du comité d'évaluation de la déontologie de la police nationale, que nous avons réuni la semaine dernière, le 22 novembre, pour la première fois, qui rassemble les personnalités extérieures, magistrats, avocats, membres d'associations, la défenseur des droits, un conseiller d'État, un membre du Conseil économique et social, je crois que je l'ai oublié, et bien sûr tous les directeurs actifs de la police nationale. Et nous allons pouvoir travailler sur la doctrine de la police nationale et faire des propositions au ministre de l'Intérieur sur les projets sensibles. Et nous allons démarrer par les contrôles d'identité. L'inspection donc est un maillon important de la déontologie de la police nationale et nous devons aujourd'hui accepter le changement, c'est-à-dire la transparence. On va conserver nos principes car toute démocratie forte et qui se respecte a besoin d'organes internes de contrôle. Alors, qu'est-ce que l'IGPN? J'espère que ça va fonctionner. Voilà. L'IGPN aujourd'hui, c'est 272 agents, 62% de femmes, 62% d'hommes, 38% de femmes, l'Union sociale, 62% de femmes. Mais bon, sachez qu'on est à 7 directions de l'IGPN de femmes, c'est assez rare dans la police nationale. J'ai une directrice adjointe aujourd'hui depuis le mois de juillet. Les agents de l'IGPN sont recrutés sur des valeurs que nous portons, exemplarité, objectivité, expertise, et nous sommes au cœur de l'institution police nationale. Nous ne sommes pas le bras armé du IGPN, du directeur général, qui n'interviennent en aucune façon dans la manière dont nous conduisons nos enquêtes. Nous jouons un rôle de facilitateur, d'accompagnateur et de régulateur. Et je rappelle surtout que nous ne faisons que des propositions, nous ne décidons d'aucune sanction au sein de la police nationale, puisque c'est l'autorité hiérarchique qui sanctionne. Donc, vous voyez qu'on a du personnel policier à 74% et tout le reste, l'administratif, des personnels techniques. Et nous avons près de 10% de personnel extérieur, c'est-à-dire des contractuels, des apprentis et des réservistes. Les chiffres clés de l'activité de l'IGPN, vous voyez que ces chiffres valent les domaines de l'activité. Nous disons donc des activités judiciaires, des enquêtes administratives, sur l'ensemble du périmètre préfecture de police, DGPN, DGSI. Nous recevons les signalements des particuliers sur les comportements des policiers via une plateforme Internet, j'y reviendrai rapidement. Nous contrôlons les services d'accueil des commissariats. Nous portons une mission d'inspection, d'études, d'audit et de conseil, et nous sommes chargés du pilotage du contrôle interne et de la maîtrise des risques. Nous portons une mission en management et en organisation, et nous évaluons les règles et les pratiques professionnelles relatives à la déontologie. Nous apportons évidemment aussi des conseils juridiques. Je suis également le référent déontologue de la police nationale. J'ai été nommée par le directeur général de la police nationale dans le cadre du décret du 19 avril. Du 20 avril de la loi du 20 avril 2016, je suis dans le dispositif avec M. Libéraux, qui est conseiller d'État, qui a été nommé référent déontologue ministériel, et nous travaillons ensemble avec le chef de l'IGPN, qui est aussi le référent déontologue pour la gendarmerie. Les missions d'inspection, juste un petit point là-dessus, qui permettent d'améliorer le fonctionnement du service public de la sécurité. On a une vingtaine de chargés de mission qui sont essentiellement des hauts fonctionnaires. On a rendu l'année dernière une vingtaine de rapports d'évaluation. Nous suivons également les suicides dans la police nationale. Tous les suicides dans la police nationale, et malheureusement il y en a trop encore, nous demandent un travail de mission sur place. Nous allons voir les services, nous rencontrons la famille, nous rencontrons les amis pour connaître les conditions de passage à l'acte de la personne. Et nous faisons une proposition au directeur général en ce qui concerne l'imputabilité au service ou pas de cet acte. Nous procédons depuis 2008 au contrôle de la qualité de l'accueil des victimes dans les commissariats et nous produisons un rapport annuel, nous allons le publier. Et depuis 2019, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, nous faisons également des audits sur l'accueil des victimes de violences conjugales. Et nous appelons à peu près 1200 personnes victimes de violences conjugales au téléphone et nous faisons des tests, donc nous avons des entretiens assez longs avec elles. Et sur les victimes concernant l'accueil du public classique, nous appelons près de 1500 personnes. Nous avons en moyenne près de 200 contrôles d'accueil des commissariats, c'est ce qu'on appelle le client mystère. Et ça fait partie, l'IGPN se présente à l'accueil du public sans dire que c'est l'IGPN. Nous faisons les clients mystères et nous allons jusqu'au dépôt de plainte et nous en faisons près de 200 par an. Et ça, nous publions un rapport de chaque année. Et ça, c'est vraiment un retour d'expérience pour les chefs de service, que sont les DDSP ou les chefs de circonscription, puisque nous faisons, il n'y a pas de sanction, bien évidemment, derrière,
C'est simplement un rapport sur l'amélioration des conditions d'accueil de la victime. Et quand on va jusqu'à la plainte et qu'il y a un refus de prise de plainte, et malheureusement, vous voyez, ça nous arrive à nous aussi. Et là, on rappelle le directeur départemental et nous refaisons après quelques mois une autre visite pour voir si les conditions d'accueil sont améliorées. Alors, on a un taux élevé de satisfaction qui est de près de 85%, qui est à peu près stable. Et là, on est fortement critiqué par les associations, notamment les associations de femmes victimes de violences conjugales, parce qu'elles pensent, ou ils pensent que notre chiffre est tronqué, alors que les 1200 entretiens que nous avons avec les victimes de violences conjugales sont bien réels et ils sont assis sur des faits précis. Mais il est vrai que nous ne contactons que les personnes qui ont été reçues dans les commissariats. Et je pense que la difficulté vient du fait que les associations de femmes victimes de violences conjugales essayent d'évoquer aussi les femmes qui ne sont pas reçues. Voilà, la difficulté, elle est là, c'est que nous ne parlons que des femmes qui sont reçues par les commissariats et nous évaluons leur accueil. Le devoir de rendre compte aux autorités et des instances de contrôle externe permet un fonctionnement plus vertueux de la police nationale. Donc, l'IGPN est le point d'entrée de la DDB et de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Vous voyez que pour le CGPN, on travaille sur 84 dossiers qui ont été soumis à l'IGPN. Nous travaillons sur notamment la garde à vue, les conditions de rétention des étrangers dans les CRA. Voilà, on a une augmentation de dossiers. Et puis, la défense des droits saisit aussi l'IGPN. L'année dernière, c'était 72 demandes et 9 décisions. Et nous avons un travail permanent avec la défenseure des droits dans ce domaine-là. L'IGPN contribue à sécuriser les pratiques professionnelles des policiers. Donc, nous travaillons sur la maîtrise des risques. C'est limiter les dysfonctionnements au sein de l'institution pour sécuriser l'environnement professionnel des fonctionnaires. C'est vraiment de la source interne et nous travaillons véritablement à sécuriser les pratiques puisque nous faisons un métier à risque et comme on dit, pensez bien à notre sécurité. Signalistrie, c'est une plateforme interne à la police nationale. Je suis en retard. Oui, pardon. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà, nous avons Signalistrie, c'est une plateforme qui existe aussi pour les autres institutions comme la gendarmerie et la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur. C'est une plateforme de signalement pour les policiers et les agents administratifs du périmètre des GPN pour pouvoir signaler les situations de harcèlement ou de discrimination. L'AMAC, c'est une mission appui conseil qui est une structure de conseil interne qui est un outil d'aide à la décision pour les chefs de service. Nous avons donc engagé près de 33 missions en 2020. Et bien évidemment, l'IGPN aussi a un rôle de formation et nous faisons des formations relatives à la déontologie et puis sur les enquêtes, le management, la prévention des RPS, la gestion budgétaire et les audits et les gestions relatives à la maîtrise des risques. Nous avons formé près de 5000 stagiaires. Alors, le cœur du sujet des relations police-population, c'est la plateforme de signalement. En 2013, l'IGPN s'est profondément transformée puisque nous avons absorbé l'IGS, qui était l'inspection de la préfecture de police. Et aujourd'hui, l'inspection générale de la police nationale est la seule direction qui travaille à la fois sur le périmètre police nationale et sur le périmètre de la préfecture de police. C'est à noter quand même. Nous avons créé la plateforme de signalement qui est ouverte à toute la population par le biais du site internet du ministère de l'Intérieur. C'est par le biais d'une déclaration que l'on peut signaler tout comportement que l'on estime déviant des policiers. Ça peut être soit la victime elle-même qui dépose, enfin, c'est pas une plainte, hein, c'est qui dépose un signalement. On peut avoir des vidéos, donc ça peut être un témoin qui dit voilà ce que j'ai vu. Je ne suis pas la victime, mais j'ai vu. Ou alors, il peut y avoir des internautes qui passent leur temps, malheureusement, sur les réseaux sociaux, même la nuit, et qui nous envoient des vidéos sans savoir si ce sont véritablement des policiers. Donc, vous voyez que cette plateforme, elle a quand même beaucoup de succès, puisque en 7 ans d'existence, 7-8 ans, on a quand même une augmentation des signalements de cette plateforme. Elle est toujours en augmentation. Donc, ça prouve bien que la population est très attentive au comportement des policiers. Alors, ces signalements c'est une augmentation depuis le début de l'année. Cette année, en 2020, malgré le confinement, vous avez vu, il y a quand même eu une augmentation sur les signalements.
l'évolution des principaux motifs de déclaration, 80% des signalements sont jugés recevables, c'est-à-dire qu'on a quand même des signalements fantaisistes ou des signalements qui concernent des douaniers ou des gendarmes ou des policiers municipaux que nous transmettons à leurs autorités. Alors, les trois motifs de réclamation les plus souvent exprimés demeurent les mêmes que pour les années précédentes, c'est-à-dire c'est le refus de plainte qui figure désormais à la 3e place. Vous l'avez en vert et en bleu. Donc, c'est l'usage de la force ou de la contrainte. Donc, c'est aussi les mouvements de voie publique qui nous ont permis d'avoir ce changement. 25% des signalements font usage de la force ou de la contrainte disproportionnée. On signale aussi des comportements agressifs, verbaux, moqueurs, familiers ou incorrects. On a aussi évidemment les signalements qui sont faits lors de l'accueil physique ou téléphonique des victimes ou à l'occasion de contrôle d'identité. 17% de ces signalements sont dus au refus de prendre une plainte ou à l'absence de considération du statut de la victime. Les deux derniers items, c'est-à-dire les signalements sur l'usage de la force et les refus de prendre plainte, ça représente 36% des doléances et ça renvoie donc à une qualité de service jugée décevante ou insuffisante. Alors, que faisons-nous de ces signalements? Eh bien, soit nous avons un retour sur l'échelle de service, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que l'IGPN n'est pas l'autorité hiérarchique de la police nationale. Ce sont les directeurs des services actifs qui sont les autorités hiérarchiques. Et ce sont eux qui sont responsables du fonctionnement des services de police. Donc, la plupart du temps, nous renvoyons aux services concernés le signalement et nous demandons un retour de ce qui a été fait, puisque nous avons un contrôle a posteriori de la réponse qui a été apportée à la victime ou bien évidemment de la non-réponse, puisque nous organisons un suivi. Mais on peut ouvrir également des enquêtes administratives de manière autonome, puisque le signalement peut très bien nous paraître grave ou particulièrement difficile. Donc, nous ouvrons une enquête administrative. Et nous en avons ouvert sur ces 5000 signalements 737 en interne, puisque nous avons estimé que cela méritait que l'IGPN se saisisse, puisque l'affaire paraissait suffisamment grave. Et sur ces 737 enquêtes qui concernent les signalements plateforme, nous avons proposé 74 manquements, sanctions contre les policiers sur cette affaire-là. Juste, je fais un petit aparté en ce qui concerne les vidéos qui sont sur la plateforme de signalement. Tout le monde se souvient, le 1er mai 2018, lorsque l'affaire Benalla a éclaté. C'est-à-dire, on voit une vidéo sur Internet circuler. On voit un policier avec un casque, avec un brassard, avec une radio police qui fait une interpellation et qui se comporte peut-être violemment avec un manifestant. Et il est entouré de policiers. On a reçu ce signalement, cette vidéo, sur la plateforme de signalement à l'IGPN. Alors, beaucoup ont reproché à l'époque à l'IGPN de ne pas avoir ouvert l'enquête contre M. Benalla, parce qu'on a estimé que M. Benalla n'avait pas à être là. Sauf que, effectivement, vous voyez toute la difficulté des signalements de ces vidéos, c'est que lorsque le 1er mai elle est arrivé, c'est arrivé le 2 mai à l'IGPN, on avait toute la possibilité, tout paraissait. Pour nous, c'était un policier qui n'avait pas maîtrisé la technique d'intervention et d'interpellation, et il manquait de maîtrise, mais pour nous, c'était un policier qui utilisait la force pour maîtriser un manifestant. Sans aucune autre explication, on ne peut pas savoir que cette personne n'était pas un policier. Vous voyez, et on l'a renvoyé donc à la préfecture de police. On n'a pas ouvert d'enquête. Madame Onégé, mon prédécesseur, a été entendue à l'Assemblée nationale sur cette affaire-là, puisqu'on lui a reproché de ne pas avoir fait l'article 40, on a reproché de ne pas avoir fait d'enquête administrative. Et la théorie de l'apparence fait que, pour nous, c'était un policier qui maîtrisait mal les techniques d'interpellation, qui avait certainement besoin d'une formation complémentaire. Et pour nous, on ne pouvait pas deviner qu'il ne s'agissait pas d'un policier. Vous voyez, c'est la difficulté de toutes ces vidéos qui nous arrivent, dans lesquelles souvent on n'a aucune explication et sur lesquelles on travaille, on renvoie à l'autorité hiérarchique, ou bien, quand c'est beaucoup plus grave, s'il avait été peut-être blessé plus grièvement, peut-être que l'IGPN se serait saisi. En attendant, c'est ce qui s'est passé et Mme Onégé s'est expliquée à l'Assemblée nationale. Donc, l'activité judiciaire, bien évidemment, nous sommes une autorité judiciaire puisque j'ai des cabinets avec des OPJ qui sont compétents nationalement, puisque nous avons des délégations sur tout le territoire national, mais nous travaillons sur l'ensemble du territoire. J'ai 9 délégations. Vous voyez, on a 1201 enquêtes judiciaires en 2020, alors on a une baisse de 25%.
mais ça reste tout de même élevé. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, on a eu énormément d'enquêtes judiciaires dues aux affaires de Gilets jaunes. Les affaires de Gilets jaunes, notamment sur Paris, nous ont augmenté le nombre d'affaires judiciaires parce que le procureur de la République de Paris avait pris comme position de saisir systématiquement l'IGPN de tout fait concernant les manifestations de Gilets jaunes. C'est-à-dire sur les 400 enquêtes judiciaires ouvertes pour les Gilets jaunes en 2019, nous avions à la fois des blessures graves comme la perte d'un œil ou la perte d'une main, mais on avait aussi, et beaucoup, d'enquêtes judiciaires ouvertes simplement parce que la personne avait respiré du gaz lacrymogène ou parce qu'elle n'avait pas pu passer à droite ou parce que la rue était fermée et elle a estimé qu'on était intervenu on avait entravé sa liberté d'aller et venir. Voilà, on avait tout ce panel de plaintes sur les 400 que l'on avait ouvertes et Paris, le procureur de Paris avait décidé de saisir l'IGPN sur toutes ces affaires. Et c'est vrai que du coup, on a 80% de classement sur ces affaires-là parce qu'effectivement, quand vous êtes au cœur d'une manifestation et que vous avez respiré du gaz lacrymogène, certes, c'est désagréable, mais la plainte déposée contre la police pour ces faits-là n'a pas n'a pas provoqué de poursuite. Il y a eu un classement là-dessus. Sur les saisines judiciaires, 48% des saisines portent sur des faits allégués de violence, c'est ce que je disais. Hein, c'est souvent ce cas-là qui nous font travailler dessus, puisque maintenant, on a la moitié des enquêtes qui portent là-dessus. Sur les circonstances des violences alléguées, c'est la moitié des cas à l'occasion d'une interpellation ou d'une opération assimilée, perquisition, interpellation, opération de secours ou refus d'entendre. Dans le contexte de manifestation du service d'ordre, c'est 21%. Voilà, après, on a les contrôles d'identité, c'est 13%. On a 13% de violences qui sont commises, qui sont alléguées, hein, parce qu'après, il faut le prouver, sur les contrôles d'identité et les contrôles routiers, c'est à peu près la même chose, vous voyez, c'est 11%. On ouvre également des enquêtes administratives prédisciplinaires, puisqu'on a aussi la capacité d'ouvrir de manière autonome les enquêtes administratives lorsqu'on a une enquête judiciaire, si les faits nous paraissent de nature gravissime, parce que nous travaillons sur le haut du spectre. Et alors ça paraît peu, 173 enquêtes administratives, mais vous voyez qu'on est en baisse, et je parle de l'activité de l'IGPN, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut savoir que les directions actives des services de police ont aussi le pouvoir disciplinaire d'ouvrir des enquêtes administratives prédisciplinaires, et c'est de leur compétence naturelle. Aujourd'hui, on n'a pas de recensement de toutes ces enquêtes, mais au plus le temps avance, nous formons des policiers dans les cabinets de déontologie des directions départementales ou bien dans les directions de la police judiciaire ou de la police aux frontières. Et ils peuvent travailler sur les enquêtes administratives concernant leurs effectifs. Une enquête administrative, ce n'est pas ouvrir une enquête sur une infraction pénale. Une enquête administrative, c'est ouvrir une enquête sur un manquement. Manquement à l'obligation de réserve, manquement à l'obligation de laïcité, manquement à l'obligation de porter secours à la personne interpellée. Donc, vous avez 22 manquements qui ont été établis en 2016, puisque la réforme dans ce domaine-là était intervenue à ce moment-là. Sur les manquements, justement, les plus souvent retenus, on a ouvert donc 207 enquêtes qui nous ont permis de révéler 520 manquements. Et 20% de ces manquements sont liés au devoir d'exemplarité qui touche à la dignité de la fonction, comportement indigne, intempérance, comportement harcelant, atteinte sexuelle, injure raciste en service, mais aussi quelques faits intervenus dans la sphère privée comme les consommations de stupéfiants ou les violences conjugales. Donc l'usage disproportionné de la force et le manquement au devoir de protection de la personne interpellée, vous voyez que ce ne sont pas des infractions, ça constitue un ensemble et on les a relevés à 49 reprises. Le manquement au devoir de probité, en recouvrant les pratiques corruptrices, on en a quand même, ont été retenus dans 32 enquêtes. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur le recensement d'usage des armes qui contribue à l'amélioration des pratiques. On a un fichier sur la déclaration d'usage des armes parce que ça a été mis en place en 2012. On s'est aperçu que personne ne comptait le nombre de tirs, le nombre d'usages de LBD, le nombre d'usages de grenades lancées, enfin de grenades à main, des encerclements, de pistolets à impulsion électrique. Et donc, depuis 2012, on recense ce genre d'usage d'armes. Ici, vous avez la déclaration de l'usage de l'arme individuelle. Vous voyez qu'il y a 283 usages de l'arme individuelle par an. On est plutôt en baisse. Alors, 2017, il y a eu une hausse parce que
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la réforme sur la légitime défense est intervenue à cette période-là. Et donc, je ne dis pas que les policiers se sont sentis un petit peu poussés des ailes, mais c'est un petit peu l'effet mécanique qu'il y a eu. Et on est revenu, vous voyez, à une situation à peu près correcte. On a également le LBD, et là, on voit tout de suite 2018, c'est les Gilets jaunes fin d'année, mais on a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, la Coupe du Monde de foot, le 14 juillet, et toutes ces fêtes-là qui ont une augmentation et qui ont un impact. La loi El Khomri aussi 2018. Les Gilets jaunes, ce n'est pas forcément ce qui est le plus impactant, puisque vous voyez, 2019, on a quand même eu énormément de manifestations. Vous voyez qu'on est passé de déclaration de 19 000 à 10 000, on a quand même une forte baisse. Et on continue à diminuer, puisque l'ensemble de la défense continue de diminuer. Sur la grenade à main des encerclements, donc on a une baisse de déclaration de la GMD, vous savez, cette grenade qui explose lorsqu'elle est lancée et qui a, je crois que c'est 19 projectiles caoutchouteux qui permettent de disperser une foule qui est utilisée jusqu'à l'année dernière, en septembre 2020. Et on a changé en septembre 2020 pour une autre grenade qui est une grenade avec canon et tout, qui lance moins de projectiles en hauteur. En fait, ce changement a été fait à la suite d'une étude que nous avons réalisée sur toutes les blessures que l'on a relevées dans l'affaire de Gilets jaunes. On s'est aperçu que les anciennes grenades à main des encerclements pouvaient monter à près de 2,50 m de hauteur, alors que dans le cahier des charges de la GMD, elle ne devait monter qu'à peu près 90 cm à 1 mètre. Donc, on a estimé qu'il y avait un problème sur le matériel. On l'a démontré avec justement l'étude que l'on a faite sur les blessures que l'on a relevées dans nos affaires judiciaires et dans nos affaires administratives. Et le ministre de l'Intérieur a pris le parti de modifier et de changer les grenades. Il a pris donc la grenade à main avec la non létaux, la GEM, qui lance moins de projectiles en hauteur. C'est véritablement l'impact que peut avoir le GPL sur ce genre d'affaires. Juste pour cette grenade, elle a, j'allais dire, elle est peu dommageable par nature. Alors c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est toujours trop des victimes, mais sur les 3 dernières années, on n'a que 0,2% d'usage de grenades à main qui occasionne des blessures importantes. C'est-à-dire on a 24 blessés pour 11 008 lancés. Voilà, ça c'est le PIE. Le PIE, il est toujours utilisé, mais il ne peut pas être utilisé en maintien de l'ordre, il est utilisé lors des interventions sur des forcenés ou sur des personnes qui ne veulent pas se laisser faire, mais qui sont plutôt en état de stress. On recense également les blessés, les décédés à l'occasion de missions de police. Donc ça, c'est un peu pour, j'allais dire, oui, contredire les médias qui disent que la police tue. Et d'ailleurs, cette année, je suis plutôt puisque notamment BFM a utilisé notre rapport annuel, dans lequel vous trouverez tous les détails, notre rapport annuel pour justement contrer ce qu'a dit M. Poutou, puisque M. Poutou a accusé de la police de tuer. Et effectivement, nous avons tous les détails là-dessus, et ça, c'est quelque chose de transparent. Nous n'avons rien à cacher, et ces blessés et ces tués à l'occasion des missions de police sont recensés, puisqu'on ne juge pas sur le motif de la blessure ou du décès. Simplement, on fait un relevé et on explique ce qui se passe, puisqu'on relève à la fois les blessés ou les tués, les décédés, pardon, qui sont par exemple, qui se défenestrent lors d'une perquisition. Donc là, il n'y a pas d'action de la police. Et malheureusement, il a décidé de se jeter par la fenêtre et donc on le recense aussi. Voilà, ça c'est un détail sur les blessés à l'occasion d'une mission de police. Et donc on a sur les interventions de police qui sont le plus importants. Et donc, je vous ai mis aussi les blessures enregistrées, mais vous retrouverez tous ces chiffres dans le rapport annuel. Et puis, donc, on a les 32 personnes décédées à l'occasion d'une mission de police. Et là, on a décidé aujourd'hui, dans le rapport annuel, de les mettre très, très détaillés pour que tout le monde puisse s'y retrouver, puisque ce sont des décès qui ont lieu lorsqu'ils sont en contact avec la police nationale, qui était aussi placée sous leur surveillance. Donc, on ne juge pas donc, de la raison, du motif du décès, puisqu'on a quelquefois des personnes qui décèdent en garde à vue, ce qui est lié à leur état de santé. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'inspection générale, qui est une institution qui est ancienne, puisqu'elle date de 1857, mais qui s'est fortement se remettre en question.
Notre objectif principal, c'est la transparence de notre action. Nous espérons encore pouvoir publier d'autres faits, d'autres chiffres là-dessus. Et c'est vraiment dans cet objectif-là, dans l'amélioration des relations police-population, que nous allons pouvoir travailler pour pouvoir rendre les services de police, pour améliorer le fonctionnement des services de police. Je vous remercie pour votre écoute.